Salutations à tous nos frères et sœurs. J'espère que votre fête des tabernacles se déroule bien. Au cours des dernières années, le film L'arrière-scène de l'œuvre s'est concentré sur plusieurs domaines de l'œuvre qui montrent que l'Église du Dieu vivant accomplit réellement une mission mondiale. Nous avons pu constater les efforts de l'Église du Dieu vivant parmi nos membres en Afrique, dans le monde hispanophone et dans les parties les plus éloignées de la région Asie-Océanie. Dans cette édition 2025 du film, nous mettrons l'accent sur un autre aspect essentiel de l'œuvre qui a également une portée mondiale. Les programmes pour les jeunes de l'Église du Dieu vivant. Jésus-Christ confia à son Église une mission à multiples facettes. Prêcher l'évangile du royaume de Dieu annonçant le retour du Christ qui reviendra pour établir un nouveau gouvernement mondial sur cette planète. Nous sommes également chargés d'avertir le monde, et en particulier les nations de souche israélite, des événements calamiteux prophétisés qui se produiront dans un avenir proche. Mais il y a un autre aspect de cette mission qui est mentionné dans Luc 1, verset 17, et qui est celui de préparer au Seigneur un peuple bien disposé, et cela inclut aussi nos jeunes. Les programmes pour les jeunes de l'Église du Dieu vivant sont conçus pour enseigner aux jeunes le mode de vie de Dieu, afin qu'ils puissent apprendre à profiter des bienfaits qui découlent du fait de vivre concrètement le mode de vie de Dieu dès à présent, afin qu'ils soient prêts à l'enseigner à d'autres dans le royaume de Dieu à venir. Dans la vidéo de cette année, nous allons vous emmener dans les coulisses pour vous montrer comment les programmes pour les jeunes de l'Église du Dieu vivant sont structurés et pourquoi nous utilisons ces approches. Nous aborderons certains des défis auxquels nous sommes confrontés lorsqu'on travaille avec des jeunes, ainsi que les leçons que nous avons apprises au fil des ans. Nous décrirons également les principes et les valeurs bibliques sur lesquels ces programmes sont construits et les méthodes utilisées pour atteindre les objectifs fixés. Nous expliquerons également les raisons des règles et des traditions qui ont été développées au fil des années pour aider nos jeunes à retrouver les vraies valeurs qui ont été perdues par tant de gens dans nos sociétés modernes aujourd'hui. L'objectif du film de la fête de cette année est d'aider chacun à mieux comprendre ce que nous cherchons à accomplir en préparant nos jeunes à un avenir passionnant, à la fois dès à présent et dans le royaume de Dieu. Pour en savoir plus sur nos programmes pour les jeunes de l'Église du Dieu vivant, regardons cette nouvelle édition du film L'arrière-scène de l'œuvre en 2025. Préparez nos jeunes. J'ai souvent dit que tout ce que je sais, je l'ai appris au camp. C'est un peu exagéré, mais pas vraiment. Au cours de mes 4 décennies d'implication dans les camps, j'ai appris beaucoup de choses sur l'organisation, sur le travail d'équipe et surtout sur l'amour que nous portons aux jeunes que nous servons. Il est très gratifiant de voir des jeunes venir au camp. Ils grandissent, se marient, ont des enfants et c'est au tour de leurs enfants de venir au camp. Et non seulement leurs enfants viennent au camp, mais eux aussi se marient et auront des enfants. C'est donc très gratifiant de voir cela, et nous en avons eu de nombreux exemples au fil du temps. Vous savez, le camp d'été s'est considérablement développé au cours des dernières années quant à ce que nous avons cherché à accomplir. L'Église universelle de Dieu avait un merveilleux camp à Orr, dans le Minnesota. Mon épouse participa au tout premier camp, qui était en fait à Big Sandy, au Texas, et il durait 8 semaines. L'Église déplaça le camp à Orr, dans le Minnesota, éventuellement, et nous disposions d'un programme et d'installations formidables. Ce camp a grandi, et au fil du temps, il s'est développé. Le développement de l'organisation a été vraiment remarquable, mais après la dissolution de l'Église universelle, M. McNair et moi-même avons eu l'occasion de commencer à changer certaines choses. Nous nous sommes rendus compte qu'au sein d'Universel, tout ne fonctionnait pas aussi bien que nous l'aurions espéré. Un grand nombre de nos jeunes ne sont pas restés dans l'Église. Et c'est bien sûr ce qui peut arriver, quel que soit le type d'organisation au camp, mais nous avons appris qu'il y avait d'autres valeurs que nous n'appliquions pas. J'aimerais donc vous présenter M. Jonathan McNair, car nous avons travaillé ensemble au camp pendant de nombreuses années. Vous avez une grande expérience des camps et je suis sûr que vous pouvez apporter beaucoup à la discussion. Je vous en remercie. Nous parlions tout à l'heure du nombre d'années pendant lesquelles chacun d'entre nous a été impliqué dans les camps.
Et l'ironie de la chose, c'est que la première année où je suis allé au camp en tant que campeur, c'était en 1980. Et quelques années plus tard, 3 ans plus tard, je pense, c'était la première année où vous travaillez en tant que moniteur de natation. Au fil des années, j'ai eu l'occasion de participer à des camps dans les différentes parties du monde, en Nouvelle-Zélande, en Australie, aux Philippines et bien sûr plus tard dans le Michigan et à d'autres endroits. Mais le camp a joué un rôle important dans ma vie. Ces dernières années, je pense que ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque nous avons tenu une conférence, et c'était à l'époque, je crois, de l'Église mondiale de Dieu, qui fut le précurseur de l'Église du Dieu vivant. Et Monsieur Weston, vous dirigiez une conférence et vous aviez expliqué comment nous souhaitons construire un programme de camp, des programmes pour nos jeunes, mais qu'il était le temps de faire le point sur la situation, nos réussites, nos échecs, les fruits de nos efforts. Et je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cela a planté une graine dans mon esprit que oui, nous pouvions commencer à prendre du recul et à considérer la situation dans son ensemble et voir ce qui est en train d'être accompli et ce que nous pouvions faire. Depuis lors, j'ai été encouragé à m'impliquer et bien sûr à m'impliquer avec vous. Vous souvenez-vous de cette conférence, de ce que vous aviez dit? Était-ce au Mississippi? Oui, c'est bien cela. Je pense que j'ai fait des commentaires à ce sujet à différents moments au sein du Conseil des Anciens, mais là-bas aussi. Je suis heureux que cela vous ait touché, car M. McNair fait partie intégrante de l'ensemble du programme du camp. C'est un fin stratège, et beaucoup des changements que nous avons apportés découlent de certaines de ses idées. Par exemple, dans l'Église universelle, nous avions 4 cours de vie chrétienne sur une période de 3 semaines. Et vous vous en souvenez peut-être, les cours traitaient de notre rapport aux règles, à celui de l'argent, de nos relations avec les autres et de notre relation avec Dieu. Et c'était sur une période de 4 semaines ou de 3 semaines. Et je dois dire, peut-être, si je puis vous interrompre, lorsque j'ai eu ce cours avec M. Hems, en parlant des 7 lois du succès, cela est revenu me hanter plus tard parce qu'il a mentionné que chaque fois qu'il parlait quelque part des 7 lois, il disait, quand je pose la question, quelle est la 4e loi du succès? Il disait, je veux que vous, en tant que campeur, répondiez, faire preuve de dynamisme. Et il y tenait. Des années plus tard, lors d'une fête des tabernacles, j'étais assis au dernier rang en tant que pasteur et il donnait le sermon et il a posé la question « Quelle est la 4e loi du succès ?» Et lâchement, je suis resté assis et je n'ai rien dit. Je me suis dit « Oh, quelqu'un va-t-il se lever ?» Je devrais peut-être le faire et je ne l'ai pas fait. Et le moment est passé et en fait, récemment, lorsque nous parlions, alors que je lui rendais visite à l'hôpital, j'ai remis cela sur le tapis et j'ai dit, Monsieur M, je dois m'excuser, ce jour-là, j'ai fait preuve de lâcheté en ne me levant pas. Mais cela montre une fois encore son implication dans le camp toutes ces années. Mais encore une fois, dans l'Église universelle, il n'y avait que 4 cours de vie chrétienne. Je pensais que vous alliez raconter l'histoire du Michigan lorsque vous et moi étions assis à l'arrière pendant un forum qu'il donnait et que M. Ames a passé les lois du succès en revue et que nous nous sommes regardés et dès qu'il a posé la question, nous nous sommes tous les deux levés et avons dit « faire preuve de dynamisme » et tout le monde nous a regardés comme si nous étions des extraterrestres. Ils n'avaient aucune idée de ce que nous faisions. Mais l'apprécier, revenons à notre sujet. Eh bien, nous avons réalisé que nous devions faire plus que ce qui avait été fait à Orr à l'époque d'Universel. Nous avons construit sur des bases qui avaient été préparées pour nous pendant des décennies littéralement, et le programme qui y avait été développé présentait beaucoup d'avantages. Mais nous avons réalisé que nous devions faire plus, et nous avons donc décidé que nous aurions un cours de vie chrétienne chaque jour et que nous ne nous excuserions pas du fait d'être un camp d'église, parce que nous nous étions presque excusés à Universel d'être un camp d'église. Nous ne voulions pas ressembler à un camp d'église. Nous avons donc pris cette décision. Mais nous avons commencé par répartir les cours de vie chrétienne tout au long de la journée. Puis M. McNair est arrivé et il a dit « Vous savez, il faut vraiment que les cours soient pour tout le monde, parce qu'auparavant, le personnel n'était pas en mesure d'assister aux cours. Nous avons essayé de les faire participer, mais sans succès. Vous m'avez donc convaincu d'aller de l'avant et de faire des cours de la vie chrétienne la première activité de la journée. Et depuis ce temps, nous parlons de mettre nos priorités dans le bon ordre, et de cette façon, tout le monde commence les journées par le cours de vie chrétienne.
Et nous avons un certain nombre d'orateurs qui sont très très bons. Et j'ai entendu certains des meilleurs cours de vie chrétienne, vous savez, ici au camp au Texas. Et c'est pourquoi il est si merveilleux de pouvoir travailler avec quelqu'un qui a la même vision. Elle n'est peut-être pas toujours exactement la même, mais nous nous dirigeons tous dans la même direction. C'est pourquoi j'apprécie vraiment M. McNair et tous les membres du personnel. Nous avons eu tant de membres au fil des années qui ont contribué à leur manière. Je me souviens que M. Lambert Greer a dit un jour qu'il ne travaillait pas avec ses enfants pour voir de résultats aujourd'hui, mais dans les 4 ans à venir. En d'autres termes, ils ne vont pas comprendre tout ce que nous disons aujourd'hui, mais dans 4 ans, ils commenceront à comprendre. Surtout lorsque nous renforçons les choses que leurs parents leur enseignent déjà. Quand ils viennent au camp et qu'ils l'entendent, ce n'est plus seulement leurs parents, mais aussi les autres, et même leurs camarades, les autres campeurs, et les instructeurs qui leur enseignent les mêmes choses. Je suis d'accord pour dire que nous lançons beaucoup d'idées, et heureusement notre personnel est prêt à les expérimenter lorsque nous essayons de mettre quelque chose en œuvre. Souvent, nous découvrons une raison pour laquelle une idée ne fonctionne pas d'un point de vue logistique. C'était notre premier objectif dès le départ d'analyser pourquoi nous faisons ceci, pourquoi nous faisons cela, pouvons-nous faire mieux? Parce que si nous pouvons créer une expérience pour les campeurs qui renforce le mode de vie de Dieu, c'est un camp d'église, ce n'est pas un camp sportif, c'est un camp d'église. Si nous pouvons renforcer ces valeurs, nous construisons un avenir pour les futurs piliers de l'Église. Et notre énoncé de mission du camp vise à bâtir une culture de pureté, d'honneur et de respect. La pureté concerne la loi de Dieu, la manière dont Dieu fait les choses. L'honneur, c'est témoigner du respect à l'égard des autres, même apprendre comment traiter ceux qui sont plus âgés en se levant quand ils entrent dans le dortoir. Si vous ou moi entrons dans le dortoir, nous leur enseignons qu'ils doivent se lever et se tenir debout devant les cheveux argentés, comme le dit la Bible. Il y a une certaine déférence dans cette façon de se comporter. Ensuite, nous voulons leur enseigner à traiter les autres correctement, c'est-à-dire avec pureté, honneur et respect. Cela implique aussi un code d'honneur. Sur mon honneur, vous savez, je vais vous traiter de cette façon. Peut-être pourriez-vous nous parler, comme vous le faites pour les campeurs lors de l'orientation, des principes fondamentaux que vous abordez en ce moment même. D'accord, bien sûr. Nous avons 3 règles de base. Ne pas se blesser, ne pas endommager les biens et ne pas faire du tort aux autres. Cela peut paraître très simple, mais nous nous en servons comme d'un modèle pour tout ce que nous faisons. Par exemple, nous ne faisons pas de blagues, même si je sais que vous et moi aimerions en faire, mais nous nous en abstenons. Lorsque nous pensons à ne pas nous blesser, à ne pas endommager les biens et à ne pas faire du tort aux autres, les plaisanteries finissent généralement par altérer l'une d'entre elles ou toutes les 3 ensemble. Les choses sont cassées, abîmées, lorsque nous commençons à courir dans les bois avec l'oreiller de quelqu'un, par exemple. Peut-être que nous prenons un matelas avec la personne dessus et que nous la mettons sur un canoë dans le lac, parce que c'est une revanche pour ce qu'on nous avait fait la veille. Et très vite, des gens sont blessés, et nous voulons que nos jeunes soient en sécurité. Et comme nous le savons, nous ne tolérons pas les dénigrements. Nous décourageons cela. Nous ne pouvons pas dire que nos enfants sont parfaits, ce sont des enfants, mais nous ne voulons pas que les uns rabaissent les autres et nous nous employons à leur enseigner que chaque jeune a un cœur. Chaque jeune veut être accepté. Il veut être respecté. Il veut que les gens l'aiment et non qu'ils le rejettent. C'est pourquoi nous évitons autant que possible les clans. Nous avons mis en place des mécanismes pour les prévenir. Vous voudrez peut-être parler de certains des mécanismes que nous avons mis en place, par exemple, dans le réfectoire et ailleurs, pour briser les clans. Il y a quelques années, au camp du Michigan, nous avons institué la tradition selon laquelle, lorsque les campeurs des différents dortoirs rentrent dans le réfectoire, d'abord une fille rentre, puis un garçon, puis une fille, puis un garçon. De cette façon, les filles et les garçons se rencontrent de façon aléatoire et lorsqu'ils passent dans la file d'attente, ils s'assoient autour d'une table ensemble. Et l'idée, c'est que nous pouvons les encourager du haut de la chair. Nous pouvons leur dire, vous devriez parler avec des personnes différentes, vous devriez apprendre à connaître d'autres gens.
Mais en le faisant s'asseoir autour d'une table de cette manière, on crée un mécanisme qui leur permet de le faire. Cela nous permet également d'enseigner la courtoisie, car nous expliquons que les jeunes hommes doivent prendre le plateau et les couverts de la jeune fille à côté d'eux lorsqu'il est temps de se lever au moment de la plonge. Mais le fait d'être assis autour d'une table ronde avec un garçon, une fille, parfois avec des conseillers dans le groupe qui ne sont pas ailleurs, mais sont là aussi avec le groupe, crée un atelier, pourrait-on dire, un petit bac à sable où ils peuvent interagir et ils peuvent mettre en pratique les compétences que nous leur enseignons. Et plus ces activités sont intégrées dans la journée, plus l'emploi du temps est structuré, plus les jeunes sont en mesure de mettre en pratique ce que nous leur enseignons. Et je pense que cela prend tout son sens quand on pense à l'inverse. Quand on pense qu'au lycée, au collège ou dans de nombreux camps du monde, on laisse les enfants s'asseoir où ils veulent. Que vont-ils faire? La tendance naturelle serait qu'ils vont s'asseoir avec leurs amis, leurs copains, et très vite, il y a une foule d'intimes et tous les autres, puis il y a ceux qui se sentent exclus. C'est pourquoi nous ne les laissons pas s'asseoir où ils veulent. Nous voulons qu'ils adoptent ce mécanisme. C'est un mot que M. McNair a beaucoup utilisé. Nous avons beaucoup de mécanismes. Nous essayons d'éviter les problèmes de comportement pour ne pas avoir à y faire face. Comme je le dis souvent, nous ne servons pas de raisins par exemple, parce que vous savez comment sont les garçons. S'ils ont une poignée de raisins, ils vont vouloir prendre ces raisins et les lancer à la tête d'une autre personne, et ce genre de choses. Nous savons qu'à certains moments pendant le camp, les choses peuvent dégénérer. Les campeurs qui assistent depuis plusieurs années savent que lorsque la fin de la journée approche, M. McNair et moi descendons dans les dortoirs, nous nous asseyons et nous parlons avec eux. Mais le simple fait d'être avec eux, d'être présent et de faire une tournée, c'est un mécanisme qui permet d'atténuer tout enthousiasme potentiel dans la mauvaise direction. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi comme le couvre-feu, il s'agit de l'heure du soir. Vous avez souvent mentionné que si nous créons une règle, une tradition, comme un couvre-feu, nous devons nous y tenir. Et nous l'attendons non seulement des campeurs, mais aussi du personnel qu'ils respectent les couvre-feux que nous fixons. Et si ce n'est pas le cas, nous prenons des mesures. Je pense que l'une des grandes leçons que j'ai apprises au fil des ans est qu'il faut encourager les bons comportements et décourager les mauvais. Cela peut paraître très simple, mais honnêtement, j'ai vu trop souvent de mauvais comportements récompensés et de bons comportements non récompensés. Cela décourage les enfants qui essayent de bien se conduire et cela ne profite pas aux enfants qui cherchent à mal se comporter. Vous savez, l'un des points dont vous avez parlé il y a quelques années lors de cette conférence au Mississippi et qui m'a marqué, c'est que nous devons veiller à ne pas, au sein de l'Église, reproduire ou avoir l'idée que nous devons reproduire ce que font par exemple les enfants du monde entier avec les sports ou les bals de fin d'année ou d'autres activités de ce genre. Si nous essayons de reproduire ces activités, nous passons à côté de notre objectif qui est de travailler avec nos enfants. Par exemple, je pense à la façon dont nous gérons nos activités, nos sports, nos différentes animations, et nous avons l'objectif d'aider chaque campeur à s'améliorer dans la mesure de ses possibilités, en reconnaissant qu'il ne s'agit pas d'un camp sportif. Nos enfants viennent d'horizons très différents en termes d'activité ou de sport, et nous devons donc vraiment aider chacun d'entre eux en fonction de son niveau. Oui, et nous voulons leur accorder une attention individualisée et personnelle lorsque c'est nécessaire. Si quelqu'un a un problème dans un certain domaine, un membre du personnel peut le prendre à part et l'aider dans cette compétence particulière. Nous essayons également de réduire la cool attitude. Cela nous amuse beaucoup, surtout pendant la période d'orientation. Vous savez, quand tout le monde essaye d'être plus cool que les autres, tout s'écroule. Jean veut être plus cool que Jacques, alors il fait quelque chose d'un peu plus risqué. Nous avons vu des choses bizarres et folles au fil du temps. Je me souviens d'un homme qui portait un manteau pendant l'été, parce que c'était cool. Il y a aussi des gens qui retroussent leurs manches parce que c'est cool, ou qui mettent leur casquette à l'envers. Et je dis toujours que si elle est à l'envers, nous ne savons pas si vous arrivez ou si vous partez. Nous aimerions bien savoir dans quelle direction vous allez.
Mais quand les gens essayent d'être cool, à qui pensent-ils? Ils pensent au numéro 1. Et nous voulons que nos campeurs commencent à penser au-delà de la nature humaine. Nous voulons qu'ils commencent à se demander comment aider leur prochain, comment lui rendre la journée agréable en le traitant avec respect, et qu'ils ne se concentrent pas sur eux-mêmes, mais sur l'autre, parce qu'il y a une infinité de façons d'être cool. En fait, vous m'avez dit ce matin que j'étais vraiment cool parce que nous sommes à l'assemblée, d'ailleurs, et nous enlevons nos chaussures à cause de la moquette. C'est tout neuf. Alors j'ai des chaussettes qui remontent comme ça. Et je pense comprendre que ce qui est cool pour les enfants, ce sont les soquettes qui arrivent au niveau de la cheville. Comme les miennes. Oui, comme les vôtres. C'est vrai. Et le Wall Street Journal a dit que cela était démodé. Apparemment. À présent, je suis cool. Apparemment, c'est le style qui a fait le tour de la question et c'est à présent cool de porter des chaussettes à mi-mollet. J'ai mis du temps à être cool, mais j'y suis finalement parvenu. C'était par accident, ce n'était pas intentionnel. À présent, je le revendique. J'ai commencé la cool attitude en retroussant une patte de mon pantalon. Et je l'ai fait comme un truc de fou. Aujourd'hui, on voit des équipes sportives qui ont une patte longue ou une patte et une chaussette d'un côté et aucune de l'autre. C'est incroyable, je le revendique. C'est la mode que j'ai lancée. Mais vous devez expliquer au public que dans notre orientation pour les campeurs, nous faisons une comparaison entre ce que c'est que d'essayer d'être cool et ce que c'est que de ne pas se soucier d'être cool. Et Monsieur Weston, pour exagérer cela, se transforme en retroussant ses manches ou ses pattes de pantalon et vous vous transformez en expliquant ce que c'est que d'essayer d'être cool. C'est très amusant, mais cela permet vraiment d'apprendre aux jeunes la différence. Nous voulons qu'ils réfléchissent et nous essayons de les éduquer. Et je pense que l'une des choses les plus importantes que nous faisons ici, c'est que nous ne nous contentons pas de nous divertir. Vous savez, les enfants se divertissent dans beaucoup d'endroits différents. Et ils se divertiront ici, nous le savons, mais nous essayons aussi de les éduquer. Et nous essayons vraiment d'appuyer ce que vous faites en tant que parents. En fait, l'un des points que je souligne dans l'orientation du personnel, ces enfants ne sont pas les nôtres, ce sont les vôtres. Et nous avons la responsabilité de vous les rendre au moins aussi bien qu'ils sont arrivés, voire mieux. Et nous pensons que dans la plupart des cas, ils sont un peu mieux lotis à la fin du camp. Mais parfois, comme le disait M. Greer, il faut attendre 4 ans. Et j'ai remarqué au fil des ans que lors des réunions des conseillers, parce que tous les matins et à midi, nous avons une réunion des conseillers, c'est-à-dire pendant le petit déjeuner et le déjeuner. M. McNair emmène les chefs de département et nous discutons avec eux. Mais j'ai remarqué au fil des ans que parfois certains conseillers déclaraient « Vous savez, ces enfants sont différents, ils ne sont pas comme nous. » Et ce que ces conseillers ne réalisent pas, c'est qu'ils étaient comme ces campeurs à l'époque, mais qu'ils ont été transformés au fil du temps. Ils sont venus en tant que campeurs, puis intervenants lycéens, puis sont devenus assistants de conseillers et enfin conseillers. Ils se sont transformés en adhérents au programme. Et nous sommes très ouverts, nous avons quelque chose à proposer aux enfants, un meilleur mode de vie. Nous ne l'édulcorons pas. Et quand on parle d'éducation et de ne pas avoir la cool attitude, en ayant nos dortoirs avec des jeunes de tous âges, de 13 à 17 ans, ce que nous faisons est d'essayer d'encourager les campeurs qui sont plus âgés, les jeunes de 15-16 ans, s'ils sont plus matures, s'ils sont plus grands, vous savez, s'ils sont moins timides, s'ils sont plus doués en sport. L'idée est de leur dire « Écoutez, vous pouvez aider les plus jeunes, vous pouvez les encourager, vous pouvez vous détacher de vous-même en vous concentrant sur les autres. Certains réagissent mieux que d'autres, mais l'idée, ensuite, lorsqu'ils atteignent l'âge de 17, 18 ou 19 ans et qu'ils sont en âge de faire partie du personnel, le processus d'éducation se poursuit. Nous insistons sur le fait que ce n'est pas parce qu'ils sont ce que nous appelons des intervenants de lycée, ce qui signifie qu'ils ont maintenant 17 ou 18 ans, qu'ils ont le privilège particulier de ne pas avoir à respecter les règles ou les traditions parce qu'ils sont maintenant arrivés à ce stade. Ils ne sont plus des campeurs, mais en fait, ce sont eux qui aident dorénavant à incarner les traditions. Ce sont eux qui montrent qu'il est bénéfique de ne pas être cool, mais au contraire de tendre la main à l'autre. Le processus éducatif se poursuit donc toujours et franchement, cela se poursuit avec nous en tant que personnel aussi,
parce que nous organisons beaucoup d'activités éducatives, qu'il s'agisse du cours de vie chrétienne du matin ou d'autres cours que nous avons. C'est vraiment une éducation pour nous tous et nous apprenons tous. C'est un processus d'apprentissage, et lorsqu'une jeune personne doit enseigner ces valeurs aux plus jeunes, ces derniers commencent à y adhérer, ils commencent à les apprécier, et ils doivent expliquer pourquoi ils font certaines choses. Il s'agit vraiment d'un processus éducatif. Un élément du camp que nous avons rétabli après avoir été perdu il y a quelques années, c'est le personnel de l'école secondaire. Il s'agit principalement de jeunes de 17 ou 18 ans, parfois de jeunes de 16 ans, dans des cas plus rares. Nous voulions que ce groupe intermédiaire, ceux qui sont campeurs depuis plusieurs années, puissent partager leur expérience avec leurs cadets. Ce faisant, ils grandissent et commencent à comprendre les valeurs. Ils suivent tout le processus d'orientation que nous avons mis en place et qui est assez intense. Nous nous retrouvons là où rien ne nous distrait. Il n'y a pas de distraction à l'extérieur. Ils ne peuvent pas voir un lac ou quoi que ce soit d'autre. C'est juste une pièce fermée. Et nous leur disons, voici ce que nous attendons de vous. Voilà ce que nous voulons que vous fassiez. Et vous savez, la plupart d'entre eux sont tout simplement magnifiques. Par exemple, aujourd'hui, nous avons utilisé des sketchs pour représenter un camp au bout de la route, un camp des mauvaises manières, un camp cool et un camp du temps libre. Nous présentons des sketchs qui montrent les bons et les mauvais côtés d'un camp des mauvaises manières, qui se trouverait au bout de la route, ou du camp cool, qui se trouve de l'autre côté, ou encore du camp du temps libre, qui se trouve ailleurs. Ensuite, nous leur montrons ce qui se passe au camp des jeunes de l'Église du Dieu vivant, et nous exagérons certains aspects, surtout dans les mauvais exemples. Je pense que les jeunes commencent à comprendre pourquoi nous essayons d'accomplir certains objectifs, et ceux qui jouent dans les sketchs commencent à y adhérer encore plus qu'avant. À présent qu'ils sont conseillés, nous utilisons leurs services. Ils ont déjà adhéré au programme dans une certaine mesure. Mais cela leur permet de renforcer ces concepts dans leur esprit. Je pense que l'un des objectifs, comme pour beaucoup de choses que nous faisons ici, est de définir les attentes. Parce qu'il est facile pour nous de nous lever ici et de dire « Nous voulons que vous soyez sages, ne soyez pas méchants, ne soyez pas vilains, ne faites pas de mauvaises actions, ne soyez pas irrespectueux. » Mais lorsque nous, dans une activité par exemple, si l'un des campeurs parle alors qu'il devrait écouter, nous nous arrêtons et nous disons « S'il vous plaît, écoutez l'instructeur, d'accord ?» Puis nous continuons. Maintenant, ils ont appris et nous disons même spécifiquement que c'est irrespectueux et qu'il faut prêter attention à ce que dit l'instructeur. Et maintenant, ils apprennent qu'il s'agit d'un mauvais comportement. Nous organisons donc un atelier pour montrer le bon comportement et définir ce qui est un mauvais comportement dans le réfectoire. Si l'un des campeurs se lève et quitte la table avant que tout le monde n'ait fini et ne parte ensemble, nous considérons qu'il s'agit d'une impolitesse. C'est ainsi que nous exerçons de mille et une façons et que nous définissons ce qui est bien, ce qui est poli, ce qui est respectueux. Oui, je l'ai vu une fois alors que je suivais un cours de sauvetage. Des enfants sur les gradins tournaient le dos à l'oratrice qui parlait, qui les a repris en disant « Vous parlez pendant que je parle. C'est impoli. » C'est de cela dont nous parlons. Nous définissons le comportement car nous pouvons dire qu'il ne faut pas être impoli, mais si les enfants ne savent pas ce qu'est l'impolitesse, ils ne seront pas capables de changer. Il est donc très important de définir le comportement. C'est un processus pédagogique que nous avons ici. Il ne s'agit pas seulement de permettre aux enfants de s'amuser. Je pense que nous, avec les meilleures intentions du monde à l'époque d'Universel, la façon dont le programme Opportunités pour les jeunes unis a démarré, et le programme n'était pas tout mauvais, mais il n'a pas eu l'effet escompté à long terme à certains égards. Il a eu l'effet souhaité chez certaines personnes, mais pas chez tout le monde. Et je pense que l'une des choses qui s'est produite, c'est que nous avons pensé que si nous donnions aux enfants du bon temps, si nous leur proposions un programme sportif, ils resteraient dans l'église. Et ils sont restés dans l'église tant qu'il y avait un programme sportif, mais une fois que ce programme sportif fut terminé, ils sont partis. Et beaucoup d'entre eux ont quitté l'église parce qu'ils étaient là seulement pour s'amuser. Nous essayons de leur inculquer des valeurs et de renforcer les valeurs que les parents leur transmettent. Et je pense que même si nous avons des règles ou des traditions, nous essayons de dire traditions et principes, car les règles peuvent parfois être perçues par les enfants comme étant autoritaires.
Bien que les règles soient des règles, nous essayons quand même d'expliquer que c'est notre façon de faire et que nous attendons de vous que vous fassiez les choses de la même façon. Mais en fin de compte, je pense que la plupart des enfants l'apprécient. Vous savez, les enfants aiment les limites. S'il n'y a pas de règles, s'il n'y a pas de limites, c'est en fait déstabilisant pour un jeune. En fin de compte, les enfants s'amusent et apprécient le camp. Et ils apprécient certains des principes. Par exemple, le fait que nous n'autorisions pas les clans ou que nous ne mettions pas seulement en valeur les meilleurs athlètes, mais que nous encouragions tout le monde à s'impliquer et à passer du temps avec le ballon. C'est important pas seulement pour les stars, mais pour tout le monde afin que chacun puisse progresser au maximum. Et en fin de compte, même s'il s'agit d'une règle, car les différentes façons de faire les choses impliquent des règles, en fin de compte, ils s'amusent davantage parce qu'ils ont plus de temps pour être actifs et pour apprendre. Je pense donc en fin de compte, c'est plus amusant. Je me souviens que l'un des campeurs, ou plusieurs d'entre eux qui venaient d'un autre camp, n'appréciaient pas vraiment ces règles au début, parce qu'ils devaient être à un endroit à un moment précis et ailleurs à un autre moment. Ils venaient d'un environnement où ils pouvaient choisir ce qu'ils voulaient faire. Mais vers la moitié du camp, ils ont dit « Vous savez, nous aimons vraiment cela parce que nous accomplissons plus de choses, nous avons plus d'activités, nous en profitons davantage. » Et quand nous parlons de faire les choses avec bienséance et avec ordre, sans confusion et dans le calme, quand on fait les choses de manière décente et ordonnée, il y a moins de confusion. Les gens savent où ils sont censés être, quand ils sont censés être là, et ils ont tout le temps programmé pour en profiter. Mais si les gens arrivent avec 15 minutes de retard, cela nuit à tout le monde. Disons que vous avez deux équipes, qu'elles se présentent pour jouer au basket, et que l'une d'entre elles arrive avec 15 minutes de retard. Cela nuit à tous ceux qui voulaient jouer pendant ce temps-là. Il est donc très important que nous fassions les choses de manière décente et ordonnée. L'une des choses qui a beaucoup aidé au cours des 3 dernières années, si je puis me permettre de faire la promotion de l'éducation vivante. C'est ce que je me disais tout à l'heure. Je vous remercie donc d'en parler, car je l'avais oublié. Eh bien, ce fut une véritable bénédiction. Je suppose que nous avons peut-être parlé à un moment donné, mais ce n'était pas vraiment l'objectif principal de l'éducation vivante que de fournir du personnel pour le camp. Mais si vous regardez autour de vous, vous verrez que beaucoup de nos jeunes qui ont participé à l'éducation vivante ont été dynamisés et je l'espère préparés grâce aux cours, à l'apprentissage de la Bible et à une réflexion sérieuse de ce mode de vie. Je pense que l'éducation vivante les a aidés à devenir des membres du personnel au camp vraiment productifs et bénéfiques. Je suis heureux que cela ait fonctionné ainsi et j'espère que cela continuera. Hier soir, j'ai discuté avec plusieurs des nouveaux étudiants de l'éducation vivante et je puis vous dire que ce sont des jeunes très bien. Le camp alimente l'éducation vivante et l'éducation vivante alimente le camp. Il s'agit d'une interaction. Et c'est très important parce que nous nous intéressons aux jeunes. Nous avons les camps pour les enfants, puis les camps pour les jeunes, et enfin l'activité Vivre pour demain, qui est l'un des programmes que nous avons pour les jeunes adultes de 18 à 30 ans. L'éducation vivante les aide à s'orienter vers un mode de vie, vers ce que nous espérons voir en eux. Ils finissent par se marier, fonder des familles, avoir des familles stables et être en mesure de contribuer à l'Église d'une manière beaucoup plus large. Et comme vous l'avez mentionné, ces programmes font tous partie d'un tout pour ce qui est de la façon dont nous pouvons, en tant qu'Église, du point de vue de l'Église, de l'administration de l'Église et de l'organisation de l'Église, vraiment renforcer ce que les parents font à la maison et non pas d'avoir la vanité de penser que d'une façon ou d'une autre, nous pouvons soit transformer les enfants, soit nous occuper de toute l'éducation des enfants. En réalité, ce que nous entamons, qu'il s'agisse des camps pour les enfants ou de ces autres camps, a pour but de renforcer ce que les parents font à la maison. Vous savez, les parents ont leurs enfants à la maison pour environ 18 ans. Nous ne les avons que quelques semaines ici et là, et si nous pensons que nous pouvons faire mieux que les parents, nous commettons une erreur, parce que c'est à eux qu'incombe tout le travail. Franchement, lorsque les jeunes viennent au camp, ils se comportent plutôt bien,
pour la plupart. C'est incroyable, et lorsque vous dites aux parents que leur fils ou leur fille a fait partie de la chorale, ils sont surpris qu'ils aient pu faire cela, mais il y a une pression positive de la part des camarades. Nous les voyons se comporter au mieux la plupart du temps, et nous aimons voir cela, et nous essayons de prévenir les mauvais comportements. Une fois, une jeune fille m'a demandé, nous arrivions au camp dans le Michigan, et j'ai dû aller chercher plusieurs membres du personnel à l'aéroport, et ils ont été retardés. Et c'est donc au petit matin que j'ai reçu ce groupe de nouveaux membres du personnel. Et cette jeune fille m'a demandé quel genre de punition nous appliquions en cas de mauvais comportement. Elle était toute nouvelle dans le programme. Je n'y avais pas vraiment songé. Nous pouvons leur retirer leur bourse, mais il n'y a pas de punition corporelle ou quoi que ce soit de ce genre. Mais cette question m'a permis de réaliser ce que M. McNair a tant préconisé. Il s'agit de certains mécanismes qui préviennent les mauvais comportements. Nous essayons de les stopper avant qu'ils ne se produisent. Et donc, la plupart du temps, ils se comportent très bien ici. Et je pense que la plupart des parents seraient vraiment satisfaits de la façon dont leurs jeunes se comportent dans les camps d'été. L'une des choses que nous essayons de faire avec les jeunes, c'est de les aider à devenir des personnes équilibrées grâce à la variété des expériences que nous offrons. Ainsi, il serait peut-être utile de parler des sujets du jour et de la danse, ces aspects du programme, car souvent lorsque les parents envoient leurs enfants en colonie de vacances, ils pensent au sport, vous savez, à ce genre de choses, au canoë-kayak, mais nous avons aussi cette partie du programme qui contribue au protocole et à l'interaction entre les garçons et les filles. Vous pourriez peut-être leur en parler. Bien sûr, nous avons les sujets du jour et la danse, qui bien sûr est un cours de danse. Dans ce cours de danse, nous essayons de leur enseigner comment se comporter, comment un jeune homme doit aller demander poliment à une jeune femme si elle veut danser ou si elle peut lui accorder cette danse, puis il la conduit sur la piste et la reconduit à la fin de la danse. Au lieu de s'en aller et de l'abandonner là, comme une pièce de 5 sous qui attend sa monnaie, nous essayons donc de leur apprendre la courtoisie. C'est très important. Et nous apprenons aux garçons à danser avec toutes les filles autant qu'ils le peuvent. Sinon, il y aura toujours des gens qui se contenteront de danser avec la fille la plus populaire. C'est ainsi que les choses se passent au lycée et dans d'autres établissements. Bien sûr, au lycée, vous allez au bal avec une personne et vous restez avec elle tout le temps. Mais je suis impressionné de voir à quel point nos jeunes se montrent à la hauteur et font ce que nous leur demandons de faire. Et cela peut leur servir tout au long de leur vie. Ils donnent à toutes les filles l'occasion de danser et elles apprécient cela. Ensuite, nous avons le cours pour les jeunes filles concernant la décoration pour les sujets du jour et la danse. Nous avons également un cours d'art oratoire et nous leur apprenons à parler et à présenter des sujets. C'est pour cela que nous les appelons les sujets du jour et la danse. Parce qu'ils viennent, ils ont des sujets du jour et ensuite ils ont une danse. Et ils s'habillent pour cela et c'est une occasion spéciale. Mais il ne s'agit pas de fréquentation, mais d'un accompagnement. Les garçons accompagnent une jeune femme au bal ou à la session des sujets du jour. Et au bal, ils dansent avec la fille qu'ils accompagnent lors de la première danse, puis ils sont censés danser avec toutes les autres, et pour la dernière danse, ils dansent avec cette personne et la raccompagnent. Et quel meilleur moyen d'apprendre aux jeunes hommes à considérer une jeune femme avec respect que d'apprendre à danser correctement avec elle? Je pense que c'est un excellent mécanisme pour apprendre non seulement la gentillesse et en même temps faire un peu d'exercice sur la piste et apprendre à avoir un peu d'agilité. Mais c'est aussi très bon pour les garçons et pour les filles d'apprendre à se côtoyer dans une atmosphère qui est respectueuse. Oui, et nous avons aussi d'autres cours qui vont au-delà du sport. Par exemple, cette année, M. Braddock enseigna la plomberie aux garçons. Et nous avons un cours différent pour les garçons de celui que nous avons pour les filles. Nous n'apprenons pas à nos filles à devenir plombières. Il n'y a pas de mal à ce qu'elles apprennent certaines choses, c'est toujours utile. Mais nous voulons enseigner à nos jeunes garçons ce qu'ils pourraient faire dans la vie. Nous ne disons pas qu'ils ne peuvent pas devenir ingénieurs ou autre chose, mais nous voulons leur montrer certains métiers et au moins ils pourront aider à la maison plus tard en réparant un robinet ou quelque chose de ce genre. L'an dernier, c'est l'électricité qui fut mise à l'honneur. Comment brancher des fils sans s'électrocuter? Et bien sûr, nous leur disons de ne pas les essayer à la maison.
Nous avons eu des campeurs qui se sont lancés dans le métier d'électricien à la suite de cette formation. J'ai entendu parler de plusieurs d'entre eux. Avant cela, nous avions un cours de maçonnerie et je pense que nous avons appris à certains qui ne voulaient pas être maçons parce que c'est un travail difficile. Mais il y en a d'autres qui s'y sont mis. Le principe qui sous-tend ce cours sur les rôles dans la vie est le suivant. Dieu enseigne que les garçons et les filles sont différents et que les hommes et les femmes sont différents. Et peu importe si notre société dit que non, qu'il n'y a aucune différence entre les deux, et de quelque manière que ce soit, nous savons que c'est contraire aux Écritures. De manière générale, nous essayons donc d'encourager les filles dans certains domaines qui les intéressent plus naturellement et de développer ces compétences, et les garçons à développer d'autres compétences. Nous ne nous excusons pas du fait que nous faisons les choses différemment pour les garçons et les filles. Et vous savez, dans certains coins du monde aujourd'hui, cela va vraiment à l'encontre de la coutume populaire, mais c'est la façon dont Dieu l'aborde. Alors nous allons dans ce sens, nous essayons de renforcer un principe biblique en ce sens avec un mécanisme que nous utilisons. Je vous en remercie, car vous avez vraiment mis l'accent sur cet aspect du programme des camps et vous avez vraiment insisté pour qu'il en soit ainsi. Le programme a beaucoup évolué depuis sa première ou ses 2 premières années. Je crois qu'au début, les campeurs changeaient des pneus ou quelque chose comme ça. Nous avons également effectué des travaux d'électricité dans le Michigan et peut-être même de plomberie. Je ne me souviens plus très bien. Mais nous avons fait beaucoup de progrès et nous avons vraiment des personnes très compétentes qui enseignent ces cours. Et dans la mesure du possible, nous avons des personnes qui sont vraiment qualifiées et même agréées dans certains de ces domaines. L'une des choses que mon frère a remarqué, c'est que nous avons beaucoup de ministres, de pasteurs et leurs épouses qui viennent participer au programme, parfois pour une année seulement, parfois pour plusieurs années. C'est un objectif que nous avons poursuivi au cours des dernières années, aider notre ministère à comprendre ce que nous accomplissons ici et les principes du camp afin qu'ils puissent certes répondre aux questions et en parler, mais aussi saisir la vision de ce que nous essayons d'accomplir. Et cela a été inestimable parce que, comme vous l'avez mentionné au sujet des cours de vie chrétienne, nous avons eu de très bons enseignants dans le ministère qui sont venus ici, et en plus de notre personnel qui ne sont pas des ministres et qui nous servent fidèlement au fil des ans. Et je pense que nous encourageons ces hommes à participer pour les aider à vraiment saisir la vision. On peut venir au camp une année et ne pas tout saisir, et en fait, on ne saisira pas tout la première fois. Nous en avons fait l'expérience avec nos conseillers. Si nous avons un conseiller qui n'a jamais participé à un camp auparavant, nous savons qu'il n'aura pas la même vision que nous et qu'il faudra du temps pour lui transmettre cette vision. C'est pourquoi nous aimons avoir des ministres plus jeunes au camp et les entraîner pendant quelques années lorsque c'est possible. Nous ne pouvons pas amener tous les ministres et les avoir tous les ans au camp, mais nous voulons transmettre cette vision aux jeunes ministres afin que lorsque nous serons partis, ils pourront prendre la relève. Nous ne savons pas combien de temps il faudra avant que le Christ ne revienne, mais mon temps au camp touche à sa fin, et vous avez encore quelques années, si Dieu le veut. Mais nous voulons transmettre cette vision aux jeunes ministres pour qu'elle ne meure pas. Parce que si nous ne le faisons pas, si nous ne sommes pas diligents pour nous y accrocher et la partager, elle se perdra et le programme peut dérailler très vite. À cet égard, je crois vraiment que c'est une façon altruiste de faire les choses. Je sais que vous pensez comme moi que nous devons trouver ces hommes et ces femmes qui ont du zèle, un désir et une énergie et qui peuvent ainsi voir le lien entre le mode de vie de Dieu et la capacité de le transmettre aux jeunes et de les inspirer de façon altruiste, parce que j'ai l'impression que nous avons été très clairs sur le fait que nous voulions motiver d'autres personnes, celles qui sont prêtes à s'impliquer. Nous voulons que ces personnes saisissent la vision et soient en mesure de prendre le relais. Vous savez, je pensais justement que nous parlions de passer le relais l'autre jour de différentes manières. Je me souviens d'une course de relais à laquelle j'ai participé une fois au YOU et à l'époque dont vous parliez, une merveilleuse course de relais régionale. Et malheureusement, bien que nous ayons eu une très bonne équipe, lorsque j'ai passé le témoin, c'était le relais 400, 4x40, j'ai manqué la main du gars devant moi et nous avons trébuché et le témoin est tombé par terre. Inutile de dire que les 2 derniers coureurs étaient vraiment mécontents de notre passage de témoin.
Mais j'y ai repensé. Vous savez, nous voulons avoir un bon passage de témoins, un passage de témoins solide à ceux qui peuvent faire partie de ce programme. C'est pourquoi nous sommes si passionnés par l'idée de faire venir d'autres ministres et enseigner le programme à d'autres. Et bien souvent, il ne s'agit pas de ce à quoi ils aspirent. En d'autres termes, il arrive souvent que des gens veuillent venir au camp parce que leur adolescent ou leur enfant y est, et nous comprenons ce désir, mais il faut aller plus loin. Il faut avoir la vision suivante. Je suis ici pour servir non seulement mon fils, ma fille, mais aussi tous les jeunes. Et je suis ici pour que ce soit bénéfique pour eux et pas seulement pour satisfaire mes propres désirs. Et c'est parfois un problème. Nous parlons beaucoup de l'importance d'aimer nos jeunes frères et sœurs, ces enfants, ces jeunes gens qui viennent ici, et de l'importance d'être prêts à se sacrifier, et tant de membres de notre personnel sacrifient de leur temps, de leur argent pour venir ici, de leur propre temps. À bien des égards, il y a beaucoup de sacrifices. Mais il ne s'agit pas seulement d'éprouver un sentiment émotionnel à l'égard de ces jeunes gens qui sont ici. Quand je regarde l'auditoire ici, dans peu de temps nous ferons une soirée de chant, et parfois quand je regarde cette mer de visages de jeunes gens, honnêtement je suis un peu ému. Et c'est parce que, eh bien, les voir chanter des louanges à Dieu, c'est merveilleux. Mais en fait, nous avons besoin d'une équipe. Nous ne devons pas nous contenter d'éprouver un sentiment d'amour émotionnel à leur égard, mais nous devons être prêts à être des mentors et à faire preuve d'un amour solide et de toutes ces choses que nous essayons d'enseigner ici. Il faut donc une personne spéciale capable de donner l'exemple et d'être un guide et un mentor aimant au lieu de se contenter d'être émotif envers les enfants. Nous avons donc beaucoup parlé des principes que nous appliquons ici, et notre effort consiste à mettre en application les principes de Dieu. Ce ne sont pas nos principes, nous essayons d'appliquer les principes de la parole divine. Mais ici, ce n'est pas le seul endroit où nous avons des camps. Vous avez parlé des camps pour les enfants. Nous avons aussi M. Lardy Ferreira d'Afrique du Sud qui est ici cette année avec nous. Il organise un camp en Afrique du Sud, et ce n'est qu'un exemple des différents camps que nous avons dans le monde. Oui, nous aimons faire venir certains hommes de l'étranger pour qu'ils voient ce que nous faisons ici. Non pas qu'ils vont nécessairement reproduire les mêmes activités que nous avons ici, mais les mêmes principes. Et pour la plupart, je pense qu'ils partagent les mêmes principes. Nous aimerions néanmoins qu'ils comprennent ce que nous essayons de faire ici. Encore une fois, il est facile pour les gens de s'éloigner des principes inébranlables du mode de vie de Dieu. Nous pouvons proclamer que le mode de vie de Dieu est efficace, et je sais que nous avons utilisé cette expression, mais de comprendre pourquoi le mode de vie de Dieu marche, un mode de vie qui consiste à donner. Ce n'est pas seulement que la voix de Dieu fonctionne parce qu'elle nous permet de nous amuser beaucoup. La voix de Dieu fonctionne parce que nous traitons les autres avec respect et que nous avons un code d'honneur auquel nous allons nous conformer. Nous voulons donc transmettre ces principes. Nous voulons transmettre cette vision. Et bien sûr, les ministres à l'étranger peuvent parfois aussi nous communiquer des informations utiles sur ce qu'ils font. Nous avons beaucoup apprécié la présence de M. Ferreira, qui est venu d'Afrique du Sud. Nous avons également des camps aux Philippines. Nous avons des camps en Belgique, en Europe, différents endroits à différents moments. Et je sais qu'il parle de la possibilité d'organiser des camps au Canada à l'avenir, parce que nous y avons un nombre croissant de jeunes. Nous avons le camp d'aventure qui s'est déroulé cette année dans l'est de l'Oregon. J'ai vu des photos de ce camp et c'est absolument spectaculaire. Et pour un jeune, pouvoir être en contact avec la création de Dieu de cette manière, se voir enseigner des principes divins où l'on s'entraide, ou un campeur moins endurant ou quelqu'un qui se blesse, vous devez porter son sac à dos, vous devez travailler avec lui en lui témoignant de la gentillesse et du respect. Tous ces principes sont si importants et ont tous une signification dans la vie. Et c'est l'objectif de faire en sorte que les principes communs que nous enseignons soient appliqués dans tous les camps, qu'il s'agisse, comme le disait M. Ferreira, que de 2 dortoirs.
Hier encore, il discutait avec certains de nos campeurs et il leur expliquait qu'ils avaient un seul dortoir pour les garçons et un seul dortoir pour les filles en Afrique du Sud, alors qu'ici, il y a beaucoup plus de monde. Mais ce sont les mêmes principes que nous enseignons, qu'il s'agisse de grands ou de petits groupes ou de n'importe quel type d'activité. Oui, et d'ailleurs, nous avons un nouveau camp en Nouvelle-Zélande. Je ne l'avais pas mentionné, mais j'aurais dû le faire. Et il se peut que nous ayons un ou deux autres camps. Nous avons aussi un camp en Amérique centrale pour les frères et sœurs hispanophones. J'ai vu quelques photos de ce camp. Nous voulons donc que tout le monde ait la même vision, et c'est ce que nous essayons d'accomplir ici. Et le camp n'est pas une sorte de silo où nous nous retrouvons. Nous n'essayons pas de construire l'idée que le camp est tout et que tout tourne autour du camp. En réalité, c'est juste une autre activité de l'Église. Et nous ne voulons pas mélanger les choses parce que parfois les gens peuvent être tellement focalisés sur le camp que cela devient, je suppose, une sorte d'idole, comme si tout tourne autour du camp. Mais le camp n'est qu'une activité éducative supplémentaire, une opportunité au sein de l'Église de Dieu. Oui, tout à fait. Un dernier mot pour notre audience en conclusion de cette vidéo? Je pense que nous avons couvert une grande partie de ce que nous essayons de faire. Nous voulons avant tout montrer non seulement que la voie de vie de Dieu est efficace, mais aussi en quoi consiste concrètement le mode ou voie de vie de Dieu. Vous savez, dans le livre des Actes, il est question de la voie ou le chemin, car il y a une façon de marcher, de faire les choses, la voie de Dieu. Il y a une manière chrétienne de faire les choses, et cela doit être compris concrètement, et je pense que c'est ce que nous essayons de faire. Nous essayons de définir, comme vous l'avez mentionné, le respect, le comportement, et ces jeunes, tous ces jeunes gens, ont vraiment besoin de ce comportement et de ce respect. Ils ont besoin d'une définition afin de comprendre ce que cela signifie lorsque nous parlons d'une culture digne de Dieu. Il est facile de formuler des expressions, c'est tout autre chose que d'être capable de transformer dans l'esprit des gens ce que signifient ces expressions, et c'est ce que nous essayons de faire ici. Je suis heureux d'avoir eu l'opportunité de m'impliquer dans les camps pendant toutes ces années et de travailler avec vous. Et quand je regarde les gens ici, parfois on se rencontre à la fête, et il y a tant de souvenirs qui remontent de toutes ces années, et des gens avec qui j'ai eu le privilège de travailler au fil des ans, tant de nos membres, et je sais qu'il en est de même pour vous. Et je ne veux pas oublier tous les autres ministres et les personnes qui ne sont pas ordonnés, mais qui viennent au camp en partageant et en donnant de leur temps, et cela leur coûte de l'argent dans la plupart des cas. En cela, je ne veux pas les ignorer. Bien sûr. Mais j'apprécie énormément le fait que nous ayons pu travailler ensemble en tant qu'équipe, partager cette vision et être en mesure de la promouvoir auprès des autres. C'est donc une chose merveilleuse que de travailler en équipe, mon ami. Merci.